commençons par la conférence de M. Yapo qui a été enregistrée parce que nous avions peur des inégalités de débit en capsule vidéo qui sera simultanément accompagnée des grandes lignes de la conférence pour que vous suiviez mieux. Et sa conférence s'appelle « De la gestion en Afrique ». De la gestion de la pandémie en Afrique, oui. Et puis, que dois-je faire encore? Ah oui, puis je vous annonce une bonne nouvelle, la publication prochaine du dernier verbatim sur les pratiques et les corruptions de la démocratie. Et je suis en mais pas de négociation, mais je suis en communication avec M. Dion parce qu'il faut que je réceptionne les exemplaires et que nous puissions les envoyer. J'ai écrit à Caroline Doyon de l'IEIM pour lui demander s'il y a un bureau de veille pour la réception, parce que l'université est en principe fermée et Laval ne peut pas s'en occuper, comme je leur avais demandé, parce qu'ils sont dans le même état et qu'il faut chercher à la poste. Elle m'a dit, on dirait qu'on est revenu aux années 50. Alors voilà, je vous souhaite bonne séance et on peut commencer, Ida. Oui. Non, je vais prendre le relais, Josiane, en tant que modérateur. Oui, ah, pardon. Oui, excusez-moi. Le second point, mais c'est que j'ai dit au début, avant que tu n'arrives, je me sens vraiment pas bien. Je crois que j'ai un peu de fièvre, pas la Covid, je crois, mais la grippe. Et le relais va être pris par M. Simard, qui est le modérateur, que je remercie encore, et qui va vous expliquer le fonctionnement de la séance. Merci Jean-Claude, et excuse-moi. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci Josiane. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est une séance un peu spéciale parce que, vous le savez évidemment, on est tous en expérimentation. On a des personnes qui vont suivre la communication et la période des questions étant des habitués de la chaire, vont le suivre directement sur Zoom. On a aussi des gens qui vont le suivre sur Facebook et qui vont pouvoir poser des questions. J'expliquerai le fonctionnement pour la période de questions après la conférence. Et on a aussi, je crois, des étudiants de M. Yapo qui se sont joints à l'activité. Donc, on a des gens de plusieurs horizons. On remercie évidemment M. Yapo d'avoir accepté de présenter la première communication de l'année dans le cadre de cette nouvelle série 2020-2021 sur le thème général de la démocratie saisie par la pandémie. Et sa communication, comme le disait Josiane, s'intitule « La gestion de la pandémie en Afrique ». La façon dont on va fonctionner, c'est que la conférence a été préenregistrée parce qu'on craignait qu'il y ait des problèmes de communication, ou que ça coupe, ou que la qualité soit variable. Donc, la conférence a été préenregistrée. Vous allez entendre une conférence de 25 minutes. Il y a parfois un petit peu de bruit de fond, on l'a vérifié, mais rien pour empêcher de bien entendre. Et M. Yapo, lui, va demeurer en ligne et on va passer en même temps un PowerPoint. Par la suite, après la communication, M. Yves Couture va poser une ou deux questions générales pour ouvrir les débats. Puis ensuite, je vous expliquerai comment va fonctionner la période de débat. Je vous présente M. Yapo. Alors, M. Séverin Yapo est maître de conférence à l'Unité des sciences de l'homme et de la société de l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, à Abidjan, l'ancienne capitale, qui est restée, je pense, la capitale économique, même s'il n'est plus la capitale politique. Il est docteur en philosophie de l'Université catholique de Louvain et il a fait un post-doctorat en administration et en gestion des affaires ici même au Québec, à la TELUC. Bien qu'il soit relativement jeune, il y a déjà plusieurs publications à son actif, toutes aux éditions de l'Harmattan à Paris. Et j'en ai sélectionné deux parce que je les trouvais particulièrement représentatives et pertinentes pour le contexte actuel.
La première, c'est la politique de la réconciliation qui a été publiée l'an dernier. Alors, dans le contexte actuel où la plupart des pays cherchent des façons de se réconcilier avec leurs diverses communautés, et l'actualité au Québec nous pousse à réfléchir là-dessus, hein, vous le savez tous. Alors, c'est un ouvrage qui est particulièrement pertinent. Et le deuxième, qui a été publié il y a quelques mois seulement, s'intitule « La naissance de l'humain ». Une politique de la phénoménalisation chez Heidegger et Kloubaritis. Et M. Yapo, non seulement travaille en anthropologie, en philosophie et en gestion et administration, mais il est aussi poète. Et il a déjà publié 2 recueils de poèmes. Alors, je vous en mentionne un qui s'appelle « Les pensées pour Myriam », qui a été publié en 2018. Et son champ de recherche essentiel, son champ de recherche principal, c'est les problématiques liées aux politiques de développement en Afrique. Alors, merci encore à M. Yapo d'accepter d'ouvrir donc cette série de conférences pour l'année 2020-2021. Et on serait prêt à commencer donc la diffusion de la conférence enregistrée. Nous voudrions avant tout propos remercier Madame la professeure Josiane Ayoub, titulaire de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, ainsi que toute son équipe de la chaire, qui nous font l'honneur de nous permettre de prendre la parole dans le cadre de ce cycle de conférences virtuelles interactives de l'automne 2020 dénommé « La démocratie saisie par la pandémie » avec pour thème « La démocratie et la justice au temps de la Covid et après ». Notre exposé portera en particulier sur la gestion de la pandémie en Afrique. Dans sa tribune politique du 10 avril 2020, le journal Jeune Afrique écrivait « Covid-19 est le nom scientifique du virus responsable d'une maladie respiratoire très contagieuse pouvant devenir mortelle. Épidémie puis reclassée pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. Ses effets sont dévastateurs. Ils sèment la mort, plongent les économies les plus puissantes dans la récession et constituent une menace sans précédent pour l'existence des sociétés humaines. Selon certains experts, ce virus serait annonciateur des plus funestes jours à venir pour le continent africain et ses habitants. Fin de citation. La tribune en question avait comme titre « Coronavirus pour en sortir plus fort ensemble ». Il semble bien sage pour tous, gouvernants comme populations africaines, de s'en sortir ensemble. Comme ailleurs dans le monde, la pandémie semble toujours questionner, près de 7 mois après, la gestion de la crise par les États et les administrations. Pour les statistiques, retenons qu'à ce jour, plus de 1,4 million de cas de Covid-19 ont été répertoriés en Afrique pour près de 35 000 décès à cause du coronavirus, selon l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine. Excusez-moi, j'ai demandé qu'on mette la vidéo sur pause pour vous expliquer qu'on est incapable présentement de passer le PowerPoint. Alors, dès qu'on va réussir à mettre le PowerPoint en même temps sur l'écran, on va le faire. Et on est désolé pour ces problèmes techniques, mais comme je vous ai dit, on est tous en expérimentation, alors il y a des petites choses qui peuvent ne pas bien fonctionner. Alors, désolé pour cette interruption. La vidéo est claire, je pense que... Oui, la vidéo est claire. Vous entendez bien tout le monde? On entend très bien. Sans problème. Parfait. Très bien. Alors, on reprend la vidéo? En fait, je peux pas montrer le PowerPoint en même temps que la vidéo parce que j'ai actuellement un seul écran, donc je partage mon écran dans ce moment. Donc c'était Monsieur Yapo il y avait Monsieur Aka qui disait qu'il allait projeter. D'accord, donc c'est parce que ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Non, ça ne dépend pas de toi. D'accord, merci. Alors, on reprend. On continue alors. Aujourd'hui, alors que les autres continents inquiètent, notamment les États-Unis ou l'Europe et l'Inde, l'Afrique a été épargnée
propagation exponentielle de l'épidémie de Covid-19. Cette propagation exponentielle, d'ailleurs, s'est félicitée ce vendredi 25 septembre l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, donc, l'Afrique ne va pas si mal. Et pourquoi? Principalement pour 4 raisons. La faible densité de la population, le climat chaud et humide, la tranche d'âge inférieure et les mesures de santé publique énergiques et décisives prises par les gouvernements de toute la région, a relevé le jeudi 24 la directrice régionale de l'OMS, Dr Machi Disso Moeti. En vue de passer de l'état du pas mal au mieux, le président exposé a pour but de quêter des pistes africaines de solutions afin que tous nous puissions sortir plus forts de la crise. Pour ce faire, vu que cette crise n'est pas derrière nous, il convient avant tout de répondre à la demande suivante. Quel problème soulève la gestion de la pandémie du Covid-19 par les États et les administrations africaines? À ce sujet, il est notoire que pour tirer la sonnette d'alarme, pendant cette crise, 88 intellectuels de différents pays d'Afrique et du monde entier ont adressé une lettre ouverte aux dirigeants africains. À l'analyse, au moins 5 grands problèmes se sont dégagés de la lettre. Le sous-investissement dans le secteur de la santé publique, le sous-investissement dans le secteur de la recherche fondamentale, l'insécurité alimentaire, le gaspillage des finances publiques et la priorisation d'infrastructures routières, énergétiques et aéroportières aux dépens du bien-être humain. Première du cycle de conférences de la chaire UNESCO, l'actuelle prise de parole pour présenter la part africaine de la réflexion voudrait répéter la lettre des intellectuels d'Afrique et du monde dont nous partagerons les 5 points de préoccupation ci-dessus énumérés. Pour la méthode, l'exposé consistera pour l'essentiel à faire voir les solutions qui se dégagent de la lettre ainsi que des opinions formulées par certains de ces intellectuels dans le contexte de la crise. Sur le premier grand problème, à savoir le sous-investissement dans le secteur de la santé publique, le prix Nobel de littérature 1986, Wole Soyinka, membre du collectif, en son intervention du 25 mars 2020 sur la radio BBC Afrique, présentait 2 éléments de solution. D'une part, au Nigeria par exemple, il est signifié que le gouvernement aurait dû avoir suffisamment de centres d'isolement et d'autre part, de pharmacies bien approvisionnées. Centres d'isolement et impératif de ravitaillement en produits pharmaceutiques questionnent les modèles africains de santé. Souleymane Bachir Diagne, dans l'interview accordée le 30 avril 2020 au journal français Le Point, évoque 2 voies de solution. D'abord, revenir sur les modèles de santé publique et ensuite redéfinir les priorités en recentrant les objectifs de développement. L'ensemble des intellectuels signataires de la lettre a d'ailleurs appelé les gouvernements non seulement à repenser la santé comme un bien essentiel, mais également à revoir les politiques publiques pour en faire les instruments de la protection des populations. Le défaut de protection des populations, leur vulnérabilité donc s'explique par un côté de manière endogène, c'est-à-dire par la faute des politiques africains. Cette vulnérabilité des populations qui rend compliqué et inopérant les efforts faits dans le cadre des politiques publiques a aussi une cause exogène, c'est-à-dire liée aux relations du continent avec l'extérieur. Alain Mabankou, dans l'interview qu'il a accordée au blog de l'Agence française de développement le 24 janvier 2020, faisait remarquer que face au dérèglement climatique et dans un modèle économique de développement fondé sur la croissance de plus en plus critiquée, l'Afrique s'inspire des autres nations émergentes, en particulier de l'Amérique. Elle observe sa capacité à valoriser des cultures et des produits locaux, à se doter d'une certaine autonomie économique et à réguler les élans faussement généreux de certains gouvernements occidentaux qui reprennent de la main droite, dit Alain Mabankou, ce qu'ils ont d'abord donné de la main gauche. Pour lui,
il existe indéniablement d'autres modèles de développement, notamment plus adaptés au continent, intégrant la manière africaine d'exister, de gérer les conflits, de partager les richesses et aussi de les fabriquer. Au niveau du deuxième grand problème, qui concerne le sous-investissement dans le secteur de la recherche fondamentale, Wole Soyinka précise que le gouvernement du Nigeria aurait dû avoir suffisamment de centres de recherche. Pour quel avantage? Dans quel avantage? Dans quelle optique donc? Il s'agit, selon la lettre de nos intellectuels, de répondre à trois objectifs fondamentaux. Premièrement, les centres de recherche développent la liberté intellectuelle, c'est-à-dire la capacité de créer comme condition d'exercice de la souveraineté des États, ce qui permet de rompre avec la sous-traitance des prérogatives souveraines africaines. Deuxièmement, les centres de recherche ont pour visée de renouer avec les configurations locales, d'adapter la science, la technique et les programmes de recherche aux contextes historiques et sociaux africains. Et troisièmement, les centres de recherche permettent aux institutions en fonction de penser les institutions africaines en fonction des communes singularités du continent, ce qui, in fine, conduit à penser la gouvernance de manière inclusive. Les deux premiers grands problèmes évoqués, à savoir le sous-investissement dans la santé publique et dans la recherche fondamentale, semblent, pour ainsi dire, en appeler à une solution unique, qui est celle d'une politique de l'inclusion sociale. C'est pourquoi les intellectuels invitent à une gestion concertée et intégrée des domaines relatifs à la santé publique, à la recherche fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques, et ce, bien entendu, au niveau des politiques sociales. Cela à travers trois démarches. Revaloriser le statut du personnel de la santé, relever substantiellement le niveau des plateaux techniques des hôpitaux, ce qui permettra, troisièmement, à tous, y compris les gouvernants eux-mêmes, de se faire soigner en Afrique. Relativement au troisième grand problème de gestion soulevé par la crise du Covid-19, qui concerne l'insécurité alimentaire, de la lettre des intellectuels, il ressort qu'une gouvernance inclusive en application dans le secteur de l'économie devrait avoir au moins quatre avantages. Les rapports de prédation et de ponction, faciliter ou permettre un développement endogène, créer de la valeur en Afrique, et enfin diminuer la dépendance systémique des États du continent. Focalisons sur le premier point, qui consiste à faire reculer les rapports de prédation. Co-signataire de l'appel à la mobilisation des intellectuels, des intelligences, des ressources et de la créativité des Africains pour vaincre la pandémie de Covid-19, l'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe, en ligne de Johannesburg, en Afrique du Sud, où il vit et enseigne, le 20 avril 2020, à la Radio France Internationale, appela de tous ses voeux à ceci qui concerne à la fois l'humanité entière. Imaginez un monde où existerait un rapport équilibré entre l'être humain et les autres espèces. Pour Achille Mbembe, il urge que nous parvenions à des États qui s'occupent de la vie, qui ne tuent pas leurs propres citoyens. C'est que l'État prédateur établit des différences de classe, de sexe, de race, de religion, etc. Il fait des ponctions sur le bien public et sur les ressources à répartir équitablement entre tous les citoyens, ce qui génère des inégalités sociales et économiques. L'opinion d'Achille Mbembe, il faut le dire, rejoint celle de Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, qui invite spécialement les gouvernants africains à accorder une attention toute particulière à ceux qui sont les plus vulnérables par l'âge, mais aussi par la pauvreté et les inégalités. C'est qu'une fois encore, l'État prédateur, dans sa gestion de la crise, exacerbe les inégalités entre citoyens. À ce sujet, selon l'ensemble des intellectuels,
En reprenant sans souci contextuel le modèle de containment et les régimes d'exception adoptés par les pays du Nord, nombreux sont les dirigeants africains imposant un confinement brutal à leur population, souvent ponctué lorsqu'il n'est pas respecté de violences policières, ainsi qu'il en a été le cas pendant la période du coup-feu en Abidjan. Selon les intellectuels, si de telles mesures satisfont les classes aisées, à l'abri de la promiscuité et ayant la possibilité de travailler à domicile, elles demeurent punitives pour ceux qui, dans la plupart des métropoles africaines, pour utiliser une formulation répandue à Kinshasa, par exemple, doivent recourir à ce qu'on appelle l'article 15, c'est-à-dire à la débrouille et aux activités dites informelles. Quant au quatrième problème, à savoir le gaspillage des finances publiques, nous proposons d'en analyser les ressorts internationaux et d'en présenter des solutions d'un point de vue régional. Lazare Kizerbo, philosophe burkinabé, après avoir évoqué la tragédie humaine qu'a provoqué l'épidémie, fait l'amer constat suivant. Les peuples africains vivent dans un stress permanent à cause des carences extrêmes que les médias afro-pessimistes aiment servir abondamment avec ce label estampillé sur eux, un des pays les plus pauvres du monde, etc. Lazare Kizerbo nous demandait alors que peut faire un chef d'État africain face à ces calamités en l'espace de 4 ou 5 ans. S'il a sous la main un plan de redressement du pays et se dit patriote, il fera la tournée des bailleurs, participera à un sommet Chine-Afrique, Turquie-Afrique, etc., proposera un code minier avantageux, mais jusqu'à quand cette course vers un horizon qui recule au fur et à mesure, se demande Lazare Kizerbo. Le phénoménologue burkinabé, en conséquence, invite à changer de cadence et à viser des leviers structurels tels que la taille critique et la protection de l'espace économique régional et continental, l'utilisation des langues nationales, la valorisation des savoirs endogènes. Autrement dit, il en appelle à une vraie souveraineté qui n'est envisageable que dans le cadre d'une fédération des États actuels. Comme pour saluer le préalable à une telle fédération, non signataire de la lettre des intellectuels et grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique du samedi 5 septembre, le banquier et ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou fait cas de la coordination des dirigeants africains face à la crise du Covid-19. Il observe qu'en Afrique du Sud, par exemple, le président Ramaphosa rassemble toutes les semaines 7 chefs d'État après une réunion de 15 ministres des Finances, de façon à avoir des positions communes. Pour l'instant, ajoute-t-il, aucun autre continent n'est à ce degré d'unité. Ce n'est que financier, souligne le banquier. Ce n'est pas que financier, souligne le banquier, c'est aussi social et sanitaire. Or, ce sont les seules finances qui, par ailleurs, semblent déterminer le développement. De son côté, Alain Mabankou, le 24 janvier 2020, à l'Agence française de développement, témoignait. Les critères de développement sont formulés par les puissances économiques dominantes. Celles-ci décrètent en quelque sorte qui peut s'asseoir à la table du G7 ou du G20. Or, ces critères ne coïncident pas forcément avec les critères de développement en vue d'Afrique. Selon Alain Mabankou, notre continent, le continent africain, a ses propres traditions, une autre manière de gérer les conflits, un autre rapport aux institutions. L'Afrique, pense-t-il, n'a pas cette capacité à imposer aux autres ses propres critères et la présence de régimes non démocratiques, autocratiques, donc n'arrange pas les choses. Comme le signifie Alain Mabankou, si je veux forger un véritable partenariat avec un pays tel que la France,
La seule richesse ne me suffit pas. Un souffle démocratique, l'esprit d'entreprise, l'existence d'un gouvernement qui ne s'apparente pas à un syndicat de responsables pillant les ressources de l'État, tout cela est indispensable. Mais il faudrait instaurer des mécanismes de contrôle adéquats, ajoute-t-il. Les gouvernements des pays riches octroient souvent leur aide en faisant confiance au gouvernement pour la répartir au sein de son peuple. C'est une erreur, pense Alema Bankou, et cela crée beaucoup de suspicions parmi la population. L'aide ne vient pas de nulle part. C'est un processus qui résulte de relations historiques, économiques, culturelles communes. La population de l'État qui aide doit avoir conscience, selon Alema Bankou, qu'il a contribué d'une certaine manière à la détérioration de l'espace de l'État qui reçoit cette aide. Si l'on pouvait tracer le cheminement de l'aide, propose Alema Bankou, depuis son déblocage jusqu'à sa réception par les bénéficiaires, cette suspicion, n'est-ce pas, se verrait levée. C'est l'occasion de noter que l'exemple de coopération du Canada et du Québec en particulier avec les autres États au niveau international, avec les États africains en particulier, est exemplaire d'un tel point de vue. En rapport avec le 5e problème de gestion de la crise, qui est relatif à la priorisation d'infrastructures routières, énergétiques et aéroportières, aux dépens du bien-être humain, c'est Souleymane Bachir Diagne qui relève que cette crise est l'occasion de redéfinir les priorités en recentrant les objectifs de développement sur l'humain, la vie humaine, la santé humaine. C'est peut-être ici, pensons-nous, le plus, que l'expérience africaine de la crise pourrait apporter quelque chose au niveau international. Si c'est de la vie humaine qu'il est finalement question, son autre, à savoir la mort et la vulnérabilité qui la marque, règne dans le contexte du Covid-19. L'Afrique, de par ses expériences répétitives des épidémies, d'Ebola et autres, ainsi que les travaux de certains de ses intellectuels comme Bachir Diagne ont pu le montrer, l'Afrique donc a anticipé ce thème de la vulnérabilité, car, comme il l'écrit, sur le continent africain, nous avons davantage le sens de ce que le philosophe camerounais Fadé Boussi Boulanga nommait la mort ambiante. Il y a des pays où, jusqu'à présent, on meurt encore beaucoup en couche. Ce scandale qu'une grossesse puisse s'achever dans la tragédie, dans le rapport à la mort différent, nous met dans une sorte d'insécurité qui nous fait ressentir la fragilité. Les Africains ont aussi la conviction profonde, par ailleurs, qu'il existe un équilibre et dans les circonstances qui sont celles-ci, il lui reviennent à l'esprit les cosmologies traditionnelles africaines basées sur l'élan vital, la force de vie, sur ce que l'anthropologue Louis-Vincent Thomas rappelait, à savoir que la plupart des prières africaines étaient des prières pour l'augmentation de la vie et sa victoire contre ce qui la diminue. Toute chose qui fait dire aux philosophes sénégalais que l'Afrique bénéficie de sa conscience en la vie. Pour conclure, la rencontre entre la solution du premier problème, à savoir la santé comme un bien public essentiel, et la solution du 5e problème qui porte sur l'établissement du développement sur la santé humaine, me semble conduire à ceci. Faire des politiques publiques les instruments de la protection des populations en mettant la personne humaine au cœur du dispositif social et économique. En attendant de voir les pouvoirs publics devenir par le moyen de la défense des libertés individuelles de réels instruments au service de la protection des populations, dans la passance donc d'une refonte effective des modes de gestion et de fonctionnement des administrations nationales, ainsi que de la fonction de l'État en Afrique, nous demandons, pour pouvoir répondre à la nécessité de redéfinir les priorités en recentrant les objectifs africains de développement sur l'humain, comme le recherchent les intellectuels au niveau sanitaire par exemple, quel modèle pratique de santé publique faudrait-il développer? Sur cette problématique, dans la lettre ouverte, les intellectuels ont mis l'accent sur la place des normes juridiques dans la distribution et l'équilibre des pouvoirs à l'aune de systèmes de pensée adaptés aux réalités du continent. Selon eux, en effet, la seconde étape des indépendances politiques africaines ne se réalisera que sur les terrains de l'inventivité politique et sociale, de la prise en charge par les Africains eux-mêmes de leur destinée commune. Il semble aux auteurs du présent exposé, il nous semble
pour notre part, que pour l'heure, entre le public et le privé, entre un politique en quête de redéfinition et des individualités aux droits bafoués par la force publique, une solution ad hoc devrait se situer du côté d'organisations non gouvernementales et de sociétés civiles solides. Double expression de l'inventivité socio-sanitaire et de la prise en charge de la destinée commune à l'échelle locale pour commencer. Là où, par ailleurs, l'on oppose l'économique au sanitaire, les intellectuels africains ont insisté sur la nécessité de conjuguer sécurité économique et sécurité sanitaire. Cela eu égard aux conditions de précarité chronique vécues par la majorité des populations africaines. Le développement d'une recherche scientifique multidisciplinaire adaptée aux réalités du continent devrait encourager les avocats, juristes et autres populations à une gouvernance locale. Celle-ci sera établie sur le respect et la défense des normes, de normes juridiques régulant la distribution et l'équilibre des pouvoirs et des rôles. Des rôles qui sont exercés par les différents acteurs respectivement au plan économique, scientifique, technique, sociaux, financiers, etc. Ces rôles seront promus dans le cadre du développement d'établissements sanitaires, hôpitaux, pharmacies ou structures sanitaires à l'échelle de localités et étant autogénérés par les populations elles-mêmes sur la base du respect scrupuleux des textes. Sur de telles bases, la participation financière et matérielle des acteurs de la société civile et des différents corps de métiers au sein de la localité fera de ces infrastructures socio-sanitaires apparaissant un bien commun à la population le début d'une représentation matérielle, pensons-nous, de la res publica, la chose publique, parue de proche en proche par l'extension du modèle local à la plupart des localités nationales, puis à la globalité des États et du continent, la revalorisation du statut du personnel de la santé et le relèvement continu du niveau des plateaux techniques des hôpitaux par la participation de tous contribueront à faire du rêve de voir tous, y compris les gouvernants eux-mêmes, se faire soigner en Afrique, devenir une réalité. Pour notre part, dans notre centre de recherche, nous promeuvons avec les doctorants des recherches qui portent sur une gestion locale, une gestion plutôt, disons, d'un point de vue médian, au niveau du niveau que, n'est-ce pas, les sociologues désignent comme le niveau méso, c'est-à-dire intermédiaire entre le niveau macro des décideurs et le niveau micro des individualités qui subissent les injustices. Donc, à partir du niveau méso, il est possible, n'est-ce pas, d'entreprendre des recherches qui vont nous permettre d'avoir des ONG qui puissent travailler à ce que la gouvernance locale puisse permettre d'avoir des infrastructures sanitaires assez conséquentes pour pouvoir juguler de prochaines crises. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Jean-Claude? Juste peut-être de rétablir le son. Oui, c'est bon. OK. Vous m'entendez tout le monde? Oui. Oui, parfait. Alors, merci, M. Yapo, pour cette conférence très claire. Josiane, ton micro n'est toujours pas allumé. Voilà. Alors, merci donc pour cette De rien, je vous en prie. M. Yapo. Professeur Sima. On ne connaît pas suffisamment. L'Afrique est un continent immense et très diversifié. Et j'ai particulièrement apprécié, outre évidemment la mention des 5 problèmes généraux qu'il faut traiter pour la question de la gestion de la santé publique, j'ai particulièrement apprécié la mention des philosophes africains comme Achille Mbembe. Il y a un bruit de fond. J'entends pas bien ce que tu dis. C'est bon, là. C'est bon? Oui. Parfait, merci. Alors, je disais que j'ai particulièrement apprécié la mention des philosophes africains qu'on connaît trop peu, comme Achille Mbembe, ou encore des écrivains célèbres de l'Afrique, comme le Nigérian Soyinka ou le Congolais Mabankou. Alors, c'est des gens que je pense qu'on aurait avantage à étudier plus en profondeur ici, du côté occidental. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va d'abord, avant de procéder à la période de questions générales, donc du débat public, on va d'abord demander à Yves Couture, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM, qui a bien voulu accepter notre proposition de poser une ou deux questions plus générales qui vont permettre d'ouvrir un peu la discussion. Alors Yves, je te cède la parole et je reviendrai
tout à l'heure pour vous expliquer le fonctionnement pour le débat public. Oui, merci Jean-Claude et surtout merci à notre conférencier, M. Yapo, d'avoir inauguré avec tous les risques que ça pose notre cycle par Zoom. Alors, j'aurais quelques questions. Une qui n'est pas vraiment de question, mais si vous pouviez nous fournir éventuellement des lieux à consulter pour avoir des données empiriques sur la situation africaine qui permettent de comparer les pays, etc. Ça serait utile, je crois, pour tous ceux qui s'intéressent à la comparaison de l'Afrique avec le reste du monde. Alors, mes deux questions. La première, assez courte. Vous avez donné au tout départ 4 raisons qui permettaient à l'Afrique d'avoir une situation relativement meilleure que d'autres continents, notamment l'Europe, j'imagine, et peut-être en partie l'Asie, mais je connais moins bien l'évolution actuelle de ce qui se passe en Asie. On s'étonne peut-être d'un facteur, c'est qu'il y a quand même des grandes métropoles en Afrique avec des densités de population très élevées. Vous avez mentionné que la densité faible de l'Afrique en général pouvait avoir aidé, mais il y a quand même des grandes métropoles à densité très élevée. Comment explique-t-on que même dans ces grandes métropoles, la situation soit moins grave peut-être que ce qu'on a vu à New York ou dans d'autres grandes villes du monde? Alors ça, c'est ma première question empirique. La deuxième est plus générale, plus large. Alors, la crise actuelle, comme le mot crise le suggère, est aussi révélatrice de la situation des sociétés et dans plusieurs sociétés du Nord a été révélatrice de divisions assez profondes, bien qu'il ne faille pas les exagérer non plus, où une partie de la population résiste au Conseil de santé publique ou aux politiques publiques en matière de santé publique. Dans la conférence des intellectuels, dans la lettre des intellectuels à laquelle vous faisiez abondamment référence, on sent une sorte de dialogue de l'intellectuel avec lui-même qui réfléchit sur le destin général de l'Afrique et sa gouvernance. On sent parfois un dialogue de l'intellectuel avec les États africains, mais on ne sent pas les sociétés civiles, on ne sent pas la présence de relais dans les sociétés civiles qui font voir qu'il y a soit des tensions ou soit un accord général des populations avec les politiques. Enfin, j'aimerais avoir le pouls un peu plus, si vous pouviez, de la réaction des populations à la crise actuelle ou de l'absence de réaction ou des réactions politiques entre les partis. Est-ce que ça devient un enjeu au-delà du face-à-face de l'intellectuel avec le destin africain général ou les États? Alors, voilà mes deux questions. Merci Yves. Alors, M. Yapo, si vous voulez répondre aux deux questions et peut-être à la demande aussi d'informations, si vous l'avez sous la main. Merci beaucoup, professeur. On m'entend, professeur? Oui, on vous entend, oui. Allô, on m'entend? Oui, super. Merci beaucoup, professeur Simard. Merci, super. Merci, professeur Yves Couture et à vous tous. Alors, mon premier mot, je l'ai déjà signifié, c'est des mots de remerciement. Ceci ayant été fait, je vais commencer par répondre à la troisième question, enfin à la deuxième question. Il se trouve que la position de la société civile, n'est-ce pas, n'est pas suffisamment relayée par les intellectuels dans leurs lettres. C'est une remarque très judicieuse qu'a faite le professeur Yves Couture. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié la fin de notre exposé. À ce sujet, je voudrais faire remarquer au sujet de la position des intellectuels ceci. C'est que les intellectuels posent le problème suivant. Relativement à leur proposition, ils dénoncent les limites inhérentes au leadership des dirigeants politiques et l'appel à des changements de politique publique en vue de mieux gérer la chose publique. En effet, la question qui se pose, en fait, ils en appellent à des changements de politique publique en vue de mieux gérer la chose publique. La question que nous nous sommes posée dans notre exposé
est la suivante. Est-ce que dénoncer les limites du leadership mené par les dirigeants politiques et en appeler à des changements de politique publique, est-ce que ces deux perspectives sont suffisantes là où une véritable révolution culturelle ou civilisationnelle, au vu de la crise que nous vivons du politique dans le monde entier, la question est de savoir si une véritable révolution ne devrait pas prendre en compte, n'est-ce pas, l'engagement social, un engagement social qui, n'est-ce pas, doit tenir compte de ce que vivent les sociétés civiles, les acteurs locaux. C'est pour cela qu'un des premiers pas vers un après Covid-19 heureux pourrait relever, pensons-nous, de l'initiative d'ONG, organisations non gouvernementales, susceptibles d'œuvrer à l'émergence d'un modèle de santé publique plutôt établi sur la participation de tous les acteurs de la société civile et qui serait basé sur la création, la régulation et la gestion concertée des structures sanitaires qui manquent de manière criarde, ce qui suppliera aux actuelles insuffisances politiques. C'est pour cela que nous avons voulu faire la proposition suivante en ce qui concerne les limites que nous avons pu observer quant à l'intervention des intellectuels, humblement, c'est d'en appeler à une autogestion par participation citoyenne, faire appel à l'appui des initiatives que prennent les ONG, des ONG qui seraient susceptibles d'œuvrer à l'émergence d'un modèle nouveau de santé publique et effectivement à l'implication de tous les acteurs de la société civile. Alors, ça c'est relativement à la position des intellectuels et ce que nous avons pu remarquer, professeur Yves Couture et nous, au déficit de prise en compte de, n'est-ce pas, de la part, de l'implication, n'est-ce pas, des sociétés civiles africaines. Sur ce qui concerne la crise, la notion de crise et les divisions profondes qu'on peut constater là et là, ça et là, dans le monde entier, des populations qui résistent, je voudrais remarquer avec vous, professeur Yves Couture, que c'est une donnée qu'on peut dire universelle, qui se rencontre en effet également dans les grandes métropoles africaines. Le fait est que les populations africaines ne croient pas assez à la réalité de la crise. Bon, pourquoi les populations ne croient pas assez à ce que la crise du Covid-19 soit une réalité effective en Afrique? Bon, la première réponse possible, c'est la surenchère politique. La surenchère politique. La surenchère politique est relative au fait que certains gouvernements, d'après la réaction des populations, certains gouvernements essaient d'imiter simplement les gouvernements internationaux en imposant un confinement, n'est-ce pas, et puis en usant de violences policières, etc. Bon, en dehors des problèmes traditionnels que nous connaissons, on sait que la crise est présentée comme un révélateur de crise plus grande au niveau international. Alors, maintenant, pour pouvoir avoir suffisamment de données sur la crise au niveau de la crise en Afrique, il y a par exemple les agences universitaires de la francophonie qui apparaissent comme des structures qui peuvent aider à avoir des informations sur la crise telle qu'elle est vécue en Afrique. Il y a également l'Union africaine, l'Union africaine, ce grand centre-là qu'on trouve au niveau des conflits, qui également constitue une structure à partir de laquelle il est possible d'avoir des informations sur la gestion de la crise. Il y a les pôles OMS, enfin je vais vous donner tout à l'heure le nom de
hein, de la structure. Il s'agit en effet du CDC, c'est-à-dire le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine. À côté de cette structure-là de l'Union africaine, je pense que les structures locales, hein, de l'OMS peuvent être des ressources intéressantes pour avoir des informations sur la crise et son évolution. En dehors, bien entendu, de ce à quoi nous avons fait appel dans notre recherche, c'est tous les organes de presse sur lesquels sont intervenus n'est-ce pas, les intellectuels qui ont, n'est-ce pas, participé à cette lettre ouverte-là. Bon, alors, merci, professeur. J'espère que j'ai pu donner quelques éléments. Très bien. Alors, j'invite tous les autres participants à y aller de leurs questions. Merci. Merci, Yves. Merci. Alors, merci, professeur Yapo, pour ces réponses et ces sources d'informations. Peut-être que les sources en question pourront être rendues disponibles sur le même site où on rendra disponible la conférence éventuellement, ce qui n'est pas encore décidé, soit dit en passant. Là. Et on rendra aussi disponible le PowerPoint qu'on n'a pas réussi à passer en même temps que la conférence. Donc, peut-être qu'on pourra rendre tout ça disponible en même temps sur le site. Merci. Il y a M. Zango qui a... Oui, un instant, je vais d'abord expliquer un peu comment ça va fonctionner. Les gens lèvent la main, tu vois. Pour la période des questions, on va fonctionner d'une manière un peu particulière. Tout d'abord, on va vous redonner l'usage de vos micros qu'on avait fermés parce que ça créait des bruits de fond qui rendaient plus difficile l'audition. Alors, on devrait maintenant vous avoir redonné l'usage de vos micros. On a aussi, rappelez-vous, des personnes en principe sur Facebook. Je ne sais pas si on aura des questions venant de cette source-là, mais on avait une difficulté, c'est que tout le monde n'a pas la même version de Zoom. Et il y a des gens qui ont accès à la petite main levée, puis il y en a d'autres qui n'ont pas accès. Alors, ce dont on a convenu pour que la chose se passe bien et que tout le monde puisse intervenir et que je puisse prendre les droits de parole, c'est que vous demandez par le chat, vous avisez de votre intention de poser une question et je prends les tours de parole et je vous donne la parole et ensuite vous posez votre question à M. Yapo qui répond. Alors, c'est la façon la plus simple, nous semble-t-il, de rendre les choses égales pour tout le monde, incluant ceux qui n'ont pas accès à la petite main levée ou à ceux qui sont sur Facebook. Alors, vous me dites donc par chat que vous voulez poser une question et je vais voir votre nom et je vais vous donner la parole et dans l'ordre où les gens vont demander la parole. Ça vous convient? Oui. Alors, allez-y. Donc, j'attends les premières une question, je ne sais pas comment faire ici, Mia. M'aider, Mia. C'est bon. Alors, M. Lasson voudrait poser une question. Alors, on vous écoute, M. Lasson. Vincent Lasson. Est-ce que vous m'entendez bien? Un dernier détail, peut-être. On suggère que vous ne fermiez pas votre caméra pour des raisons de politesse. On aime voir les gens qui posent les questions. Donc, tout le monde garde sa caméra ouverte, s'il vous plaît. Alors, M. Lasson, vous avez la parole. Merci beaucoup. Peut-être, par contre, pour faciliter la... Une seconde. Monsieur Simard, il y a des gens qui ont de la difficulté à accéder au chat. Il faudrait aussi regarder, si tu permets, tu regardes leur petite vignette parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait 2 personnes qui avaient levé la main physiquement. Oui, ben, tu vois, moi je n'ai pas accès à la petite main à cause de la version de Zoom que j'ai. Pas la petite main, eux-mêmes, la main. Ah, ils ont levé la main comme ça, d'accord. Non, je ne sais pas. Tu vois, il y avait monsieur Lavigne et il y avait monsieur Zango. D'accord. Et je vois Mme Campbell. Alors, les gens lèvent la main. Bon, c'est une autre façon de fonctionner, d'accord, je vais en tenir compte. Mais c'est compliqué parce que... D'accord, mais parce que le chat aussi, c'est compliqué pour certains. Oui, mais c'est compliqué pour les images parce que je ne les ai pas toutes à l'écran. Je suis obligé de les faire défiler pour voir que les personnes lèvent la main. D'accord. Bien qu'ils parlent fort en levant la main. Ils disent « je lève la main ».
Avec la main levée, je vais faire défiler les Ouais. images régulièrement. Puis avec les avis sur chat, ça devrait aller. Oui, ça va compléter. D'accord. Ouais. Alors, allez-y, M. Lassonde. Merci beaucoup. Ben, en tout premier lieu, j'aimerais dire à au docteur Séverin Yapo que son parcours, bon, personnellement, me rappelle un autre intellectuel africain très connu, Amadou Hampâté-Bâ, à savoir un intellectuel, ethnologue et artiste. Moi, ma question, c'est, bon, actuellement, nous avons une crise absolument énorme en Occident. Celle-ci remet en question les principes d'une gestion peut-être plus efficace ou peut-être d'attributs qu'on donnait à l'Occident, à savoir que, bon, il y avait par exemple des crises qui pouvaient être en Asie ou des crises qui pouvaient être en Afrique, mais que l'Occident parvenait toujours à s'en sortir. Or, ce cas-ci, c'est l'Occident qui semble être très vulnérabilisé et ça va entraîner inévitablement une remise en question, à la fois de l'Occident sur lui-même et à la fois des autres pays sur la façon et le modèle occidental. Donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique va reconsidérer sa relation vis-à-vis l'Occident, notamment, comme vous mentionnez, le lien de puissance, de puissance dominante qui établissent des priorités pour l'Afrique? Est-ce que ce modèle-là va être reconsidéré? Ou encore, vous pensez que les dirigeants africains, pour des raisons peut-être plus personnelles, vont tout simplement essayer de continuer leurs alliances et le modèle business as usual? Alors, la parole est à vous, M. Yapo. Merci, professeur Simard. Je voudrais vous remercier très sincèrement, professeur Lassonde, pour vos compliments. Je me sens très honoré de pouvoir être mis dans cette lignée des intellectuels immortels comme notre ancêtre Amadou Hampâté-Bâ. Ceci dit, je ne suis pas connu, je suis un modeste enseignant et puis un jeune chercheur. Merci infiniment. Ceci ayant été dit, je pense que ce que vous dites est d'une pertinence indiscutable. Et d'ailleurs, la plupart des grands intellectuels africains, ceux qui ont contribué à la lettre ouverte aux gouvernants d'Afrique, l'ont mentionné à plus d'un titre. Je voudrais rappeler l'opinion de Souleymane Bachir Diagne, qui nous a fait voir que, contrairement au modèle, enfin, il n'a pas parlé des modèles occidentaux qui seraient en déclin, mais il a, n'est-ce pas, qu'il en a appelé à une révision, n'est-ce pas, du concept même, de la vision du développement. Ceci dit, ce qui peut être intéressant du point de vue de la cosmogonie africaine, du point de vue de la vision du monde africaine, c'est bien cela qu'a mis en relief professeur Souleymane Bachir Diagne, qui a fait voir que l'Afrique jouit de ce qu'il a appelé sa confiance en la vie. Cette confiance en la vie, il en a parlé au sens de la conviction profonde qu'il existe un équilibre. Et dans les circonstances actuelles, n'est-ce pas, lui est revenu à l'esprit ce que les cosmologies traditionnelles qui sont basées sur l'élan vital, la force vitale, n'est-ce pas, ces deux concepts-là qui ont été élaborés par le professeur Tempels au commencement de ce qu'on appelait la philosophie africaine, qui, n'est-ce pas, ouvre. Ce qui est intéressant, c'est que la cosmologie africaine n'est pas une cosmologie qui viendrait ex nihilo, elle est vraiment en relation avec les grandes cosmologies qu'on trouve partout dans le monde. Et n'est-ce pas qu'un philosophe occidental comme Martin Heidegger, n'est-ce pas, en appelait à une discussion avec l'Asie, etc. Et donc, c'est vraiment, nous pensons que cette crise se présente comme une chance que nous avons tous, de par le monde, de pouvoir renouer avec l'élan vital, avec la vie, le sens de l'existence. N'est-ce pas que le confinement permet aux personnes, dans un esprit de méditation, ce que saluent les philosophes, de renouer avec lui-même, avec le sens des réalités, avec la question de ce qui constitue l'essentiel.
Souleymane Bachir Diagne a évoqué, n'est-ce pas, ce dialogue de Senghor, par exemple, Fabien Boussi-Boulanga avec l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, qui signifiait que la plupart des prières africaines sont des prières pour l'augmentation de la vie et pour la victoire contre ce qui la diminue. Et un autre intellectuel non des moindres, ayant pris part à la lettre à cette lettre-là adressée au gouvernement africain, Alain Mabankou a bien fait voir que la façon de concevoir le développement en Afrique est différente de la manière traditionnelle qui a eu cours jusqu'à présent, n'est-ce pas, celle européenne, pour le dire. Et cette manière de concevoir le développement, n'est-ce pas, relève d'un tout qu'on peut retrouver, selon Alain Mabankou, dans l'art, dans l'esthétique africaine, dans le sens de ce que c'est que la beauté en Afrique, dans des démarches de résolution des conflits comme l'arbre à palabre, dans le sens de la quête de l'équilibre, n'est-ce pas, universel. Également, Achille Mbembe, n'est-ce pas, en a appelé à la nécessité d'imaginer, n'est-ce pas, une manière d'être tous en lien dans une manière de renouer avec l'équilibre cosmique, dans le respect des différences et également, enfin, on pourrait citer un sans fin, mais je vais m'arrêter après cet exemple. On pourrait citer l'exemple également du philosophe burkinabé Lazare Kizerbo, qui a fait voir que là où on fait courir les gouvernants africains, ceux qui sont assoiffés du relèvement de leur peuple, on les fait courir de conférences internationales et de quêtes de bailleurs, à partir du côté de la Chine, du côté de la Turquie et tout ça, dans une course effrénée et interminable, n'est-ce pas? Il invite à changer de cadence, à renouer avec le sens de la vie, à renouer avec un sens du développement qui serait une relation harmonieuse avec l'autre. Bon, je voudrais m'arrêter là, mais je pense que tout comme vous, chers maîtres et chers philosophes, Monsieur Larsson, nous partageons cette aspiration qui est vraiment le cheval de bataille de l'UNESCO, qui est de revenir au sens de la vie, au sens de la relation avec l'autre, à ne pas mettre l'économique, n'est-ce pas, et la croissance, la poursuite de la croissance au cœur des relations entre peuples, la quête, enfin, je crois que c'est bien Alain Mabankou qui signifiait cela, les gouvernants donnent quelque chose, les gouvernants européens donnent quelque chose d'une main, la reprennent d'une autre main, et puis on voit aussi qu'au niveau international, bon, du côté de l'OMS, les rapports qui sont faits sur l'Afrique, on se demande s'il n'y a pas un peu de condescendance. Bon, quand on dit, ah, mais l'Afrique ne s'en sort pas si mal que ça. Alors, il y a tous ces clichés qui nous font voir qu'une personne, un peuple n'est considéré qu'à partir de son niveau de développement économique, là où, bon, Karl Marx l'a montré, les idées dominantes souvent peuvent être celles des classes dominantes. Là où cette crise nous montre que les gouvernants, au niveau, à l'échelle internationale, doivent tous revenir, doivent quitter, n'est-ce pas, cette vision de l'autre qui est établie sur la prédation, les différences de sexe, de race, etc. Merci beaucoup de votre question qui est plus une intervention. Merci beaucoup, professeur Larsson. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci, professeur Yapo. Alors, j'ai 3 personnes qui ont demandé à poser des questions. M. Zongo, Mme Campbell et Ida Juniatico. Et Josiane, tu avais mentionné une autre personne qui avait levé la main, mais j'ai passé... J'ai vu tout à l'heure, elle n'a qu'à se déclarer, la personne. Ouh, ceux qui ont levé la main. Alors, à part M. Zongo, Mme Campbell et Ida, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Non? OK. Alors donc, M. Zongo, ce serait à vous de poser une question, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Je voulais commencer par
Je voudrais commencer par remercier les professeurs Ayoub, le professeur Couture, Cavé, et je voudrais aussi saluer Omer, même si je ne vois pas son nom sur l'écran. Alors, je me réjouis donc de ce que le collègue Yapo Séverin ait abordé la question de la gestion de la pandémie en Afrique, parce que cela est très important. À la survenue donc de la pandémie, il faut dire qu'il y a eu une peur panique au niveau africain, parce que justement, c'était la peur d'un inconnu universel. Or, en Afrique, on n'avait pas encore pu gérer ce qui était connu, c'est-à-dire la pauvreté ambiante. Donc, c'était un problème, effectivement, qui était un problème supplémentaire. Alors, ce problème était suffisamment grave parce que, d'abord, il y a la dépendance même de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. À savoir que, eh bien, bon, premièrement, la maladie elle-même n'a pas de médicaments et les médicaments, d'une manière générale, nous viennent de l'extérieur comme les produits donc, de première nécessité. Ça, c'est très important. Donc, la question à partir de là, ma question à partir de là, c'est de voir comment et de savoir comment améliorer la gouvernance démocratique en Afrique. Et comme esquisse de réponse, on pourrait dire, pour résoudre la question de la gouvernance en Afrique, il faut résoudre la question de la pauvreté. Parce que, eh bien, si on résout la question de la pauvreté, on pourra bien sûr, cela veut dire qu'on a résolu le déficit en matière de santé, puisque si les gens ont suffisamment de ressources et pour mieux se soigner, on a résolu le déficit en matière d'éducation, parce que si les gens sont éduqués, ils comprendront mieux les mesures à prendre pour se protéger contre les maladies. Il y aura aussi donc, d'une certaine manière, la qualité de la vie en Afrique se trouvera par cela même améliorée. Alors, par rapport à la question donc, de la gestion proprement dite donc, de la maladie, il faut dire qu'il y a deux niveaux de responsabilité, de mon point de vue. Il y a la responsabilité des gouvernants, cela est effectif, parce que c'est eux qui gèrent donc, la vie commune, la vie sociale, en prenant des mesures appropriées, en gérant les ressources disponibles, mais il y a aussi un autre point, à savoir la responsabilité individuelle donc, et collective, disons. Parce qu'il y a les mesures que les gouvernants prennent, mais il y a aussi la disposition des citoyens à mettre en pratique ces mesures. D'où justement la difficulté, parce que dans l'État démocratique, effectivement, se trouve garantie la liberté individuelle et collective, et il y a des gens même qui sont capables de marcher contre l'évidence, c'est-à-dire de s'opposer même à ce qui... Monsieur Zongo, excusez-moi, mais est-ce que vous voulez poser une question peut-être un peu plus précise à Monsieur Yapo? Parce que là, vous aviez annoncé une question, mais vous êtes en train de donner beaucoup de réponses à votre propre question. Alors, peut-être poser une question plus ciblée à Monsieur Yapo? D'accord, je vous remercie. Donc, je m'excuse d'avoir été modéré pour avoir été immodéré. Donc, je vais poser simplement cette question. Voilà, comment améliorer la gouvernance démocratique en Afrique pour que la gestion donc, de la chose publique et la gestion donc, de la pandémie soit une gestion plus efficace? Je vous remercie. D'accord, merci. Alors, M. Yapo, si vous voulez réagir, s'il vous plaît. Et bref. Merci beaucoup. Merci, professeur Simard. Merci infiniment, cher ami professeur Zongo. Merci à professeur Ayoub, ce que nous avons mis en relation depuis voilà, dans la préparation de ces conférences. Je voudrais saluer en passant professeur Ida, parce que vous avez tellement fait voilà, pour qu'on en soit là. Merci infiniment à toute l'équipe qui a vraiment appuyé la préparation de cela. C'est une contribution que vous faites, mon ami, cher ami professeur Zongo. Mais ce que je retiens d'essentiel dans votre contribution, cher ami professeur Zongo, c'est la problématique de la pauvreté. Vous pensez que si on résout la question de la pauvreté, on aura résolu, n'est-ce pas, cette chaîne de questions là, qui sont des problématiques africaines que la crise est venue compliquer. Pareil, je crois qu'il y a au moins
5 mois. Alors, sur l'engagement des gouvernants, dans Monsieur leur Touré, est-ce que rapport vous voudriez fermer votre micro, s'il vous plaît? aux individualités, Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais tu sais, quand Djoko, c'était un peu la zone. Ida, est-ce que tu peux fermer le micro de Monsieur Touré? Ou là où il y avait les rebelles, quoi, Oui, tu vois. oui, Donc, quand les rebelles ont... Excusez-nous, Monsieur Yapo, ça ne sera pas long. Oui, c'est fermé. je vous en prie. D'accord. Merci, Ida. Alors, reprenez, Monsieur Yapo, on s'excuse pour cette interruption. Il y avait un bruit de fond là, qui nous empêchait d'entendre votre réponse. Oui, merci, professeur Sima. Enfin, en un mot, je disais que la contribution de notre collègue professeur Zongo est la très bienvenue dans la mesure où il touche du doigt la question de la pauvreté, n'est-ce pas, qui est une problématique vraiment africaine, n'est-ce pas, que nous sommes la région du monde la moins développée du point de vue, n'est-ce pas, de la richesse économique. Maintenant, la réponse qu'on peut donner à la problématique de la pauvreté en Afrique, vous avez fait voir que si on touche du doigt la non-participation des individualités, on peut voir que les individus dans certains États, n'est-ce pas, ne contribuent pas à rendre effectif ce que les gouvernants mettent en place comme plan de développement. Cela est vrai. Mais ceci dit, nous pensons que l'un des grands problèmes en Afrique, c'est que les droits des individus ne sont pas vraiment, n'est-ce pas, pris en compte, respectés. C'est pour cela que nous pensons, avec les intellectuels qui ont, n'est-ce pas, adressé la lettre ouverte à nos gouvernants, que la problématique, c'est celle de parvenir, n'est-ce pas, pour les gouvernants, à substituer effectivement, n'est-ce pas, la confiance en la vie à l'objectif d'accumulation de richesses. Parce que ce qui se passe, comme c'est une question de respect des libertés individuelles qui se pose en Afrique, on a bien vu que dans certains États, là où le confinement est imposé, et enfin, État africain qui veut limiter ce qui se fait au nord, là où il y a un couvre-feu, n'est-ce pas, qui est instauré, si certains citoyens ne respectent pas les couvre-feux, on sait que c'est la matraque, ça veut dire qu'il y a une répression violente qui est faite. C'est des exemples qui montrent que les libertés individuelles ne sont pas respectées. Alors, nous pensons que les gouvernants, ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les conditions de vie des populations, qui pour la plupart se débrouillent, comme on dit en Afrique, à Kinshasa par exemple, dans le secteur informel, c'est de veiller sur les droits, de veiller à ce que des droits contraignants d'individus soient rigoureusement gardés et respectés au sein des collectivités locales. Cela sous-entend que la réponse doit être systémique et doit prendre en compte aussi bien les apports des gouvernants que celles de la société civile, parce que l'enjeu, c'est d'instaurer un véritable espace public. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'en Afrique, comme le professeur Souleymane Bachir Diagne l'a dit, nous jouissons pour notre part d'une confiance en la vie, mais qu'est-ce qu'au niveau étatique, l'on fait de la vie des citoyens? Est-ce que les droits des citoyens sont respectés? Est-ce que les collectivités locales sont accompagnées? Est-ce que dans les administrations publiques, on a le courage du sacrifice, le courage de dire non à la corruption, de dire non à une autorité politique qui impose des non-droits aux travailleurs? Est-ce qu'au niveau de nos administrations, on trouve des personnes qui peuvent permettre à ce que nous parvenions à une société qui peuvent accompagner, n'est-ce pas, le mouvement des sociétés civiles? Ce que je faisais remarquer également à l'endroit des intellectuels, c'est que, est-ce que c'est suffisant de dire, d'adresser une lettre au gouvernement? Est-ce que les intellectuels ne devraient pas davantage accompagner les initiatives à partir de la société civile, à partir des organisations non gouvernementales? Et est-ce qu'un engagement, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un engagement effectif
des intellectuels. N'est-ce pas que en 1789, avant 1789, qui est la Révolution française, n'est-ce pas que ce sont les intellectuels européens qui ont ouvert le chemin d'une véritable révolution. Donc, c'est des questions que nous devons poser, non pas aux individualités. Que peut faire un individu tout seul? Merci. Merci, professeur Yapo. J'ai encore deux personnes sur la liste, Madame Campbell et Ida. Alors, Madame Bonnie Campbell, si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. Oui. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Je pense que votre micro n'est pas activé. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Bonjour, merci à M. Yapo pour cette conférence fort intéressante et félicitations à la chaire pour nous donner la chance d'avoir un regard qu'on n'entend pas assez souvent dans nos milieux. Si vous voulez bien, je suis professeur d'économie politique. Je m'intéresse beaucoup à ces enjeux parce que je dirige une équipe CRSH qui travaille sur accès à la santé, ressources minières et politique publique en Afrique. On travaille avec des chercheurs au Mali et au Sénégal. Si vous permettez, j'ai deux questions rapides. Quand on travaille avec des scientifiques en santé, on note souvent qu'une des raisons pour les performances favorables des pays africains est justement l'expertise, les savoirs accumulés, les expériences des pandémies, dans la gestion des pandémies antérieures. Ce qui nous frappe, c'est le silence en Occident sur cette connaissance, sur ces connaissances. Et en fait, on a beaucoup à apprendre du continent. Je voudrais vous entendre là-dessus, professeur Yapo, parce que il me semble, ayant regardé ce type de choses depuis très longtemps, il y a un vieux réflexe de supériorité coloniale qui fait en sorte qu'on ne reconnaît pas l'expertise, on ne va pas la nommer en proposant c'est nous toujours l'Occident, les pays étrangers qui ont les savoirs. Ma deuxième question touche beaucoup plus les questions spécifiques que vous avez soulevées sur les politiques publiques de santé. Dans nos travaux, nous constatons qu'il y a un foisonnement et une compétition entre bailleurs extérieurs, USAID, l'AFD, Bill Gates Foundation, etc., etc. Et dans certains pays, ce que l'on voit, c'est la multiplication de normes, le problème d'accès à l'information, le problème des décideurs d'essayer de mettre en place des politiques publiques à cause justement de ce cafouillage, d'interférences extérieures dans ces secteurs. Et cela, c'est jumelé avec ce qu'on connaît tous, ces questions de dépendance économique maintenue. Vous avez parlé de la région la moins développée et on travaille beaucoup sur les questions minières. Je vous dis à quel point le continent est riche. Mais ce que l'on ne questionne pas assez, c'est le modèle de mise en valeur extractif qui fait en sorte qu'il y a très peu d'effets d'entraînement. Et donc, si on veut parler de renforcement des politiques publiques, il faut réfléchir sur le type de mode de mise en valeur, le modèle que l'on a pour mettre en valeur la ressource. Et ce qui frappe beaucoup, c'est la difficulté quand les décideurs africains, comme la Commission économique de l'Afrique, essayent de changer les modèles, la résistance. Et ce qui m'amène à mon point, ma question là, c'est qu'il semble qu'il y a des alternatives face à ce modèle extraverti que l'on connaît depuis les 60 dernières années, et beaucoup de réflexions sur la mise en valeur. Ouais, là, qu'est-ce que je fais là? Ici? Ouais. La en valeur des ressources. Madame Campbell, il y a une petite interruption. Qu'est-ce que je fais pour la lumière? Regarde, c'est noir. Monsieur Lavigne, vous voulez fermer votre micro, s'il vous plaît? Attention. Le point, c'est ce que des modèles alternatifs existent, et le point où j'en viens, c'est que Madame Campbell, peut-être synthétiser un peu votre question parce que d'accord. Vous développez beaucoup. Pas, en fait, en fin de compte, des rapports asymétriques de pouvoir qui font en sorte que ce modèle qui maintient le continent dans une position où les politiques publiques de santé sont faibles, en fait, c'est un maintien de force et des rapports de pouvoir. Et dans la discussion que l'on a, ces enjeux de pouvoir qui sont entretenus par les pays occidentaux qui veulent maintenir accès à vos ressources font en sorte que c'est très difficile d'atteindre les objectifs dont vous parliez, avec lesquels on ne pourrait pas en désaccord. Merci. Merci beaucoup. Alors, professeur Yapo, si vous voulez réagir à ces deux questions, s'il vous plaît. Merci infiniment, professeur Simard. Je ne peux que vous dire merci au nom de l'Afrique, professeur
Kanga, parce que votre analyse est des plus pertinentes. Vous avez une expérience assez longue et très solide sur les problématiques actuelles que nous rencontrons. À partir de votre expérience, vous l'avez dit, au Mali, au Sénégal, c'est vrai. Ce que vous avez dit est indiscutable. Il y a un problème il y a le problème de la voix de l'Afrique. De la voix de l'Afrique. Est-ce que la voix de l'Afrique porte? Mais de qui la voix porte-t-elle? La voix qui porte, d'après Achille Bembe, également, comme l'a dit Alain Mabankou, la voix qui porte, c'est la voix de l'Occident, c'est la voix de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que, comme le disait Karl Marx, les pensées dominantes, une fois encore, sont celles des classes dominantes ou encore des cultures dominantes. À partir de là, que font les gouvernants? Les gouvernants africains, pour demeurer au pouvoir, sont obligés de s'aligner sur ce qui peut être écouté par l'Occident. Mais que recherchent les États occidentaux? Le renforcement du pouvoir d'achat de leur population. Mais la question, c'est de savoir si c'est simplement le pouvoir d'achat des populations que recherche le gouvernement. Si ce n'était que ça, ce serait vraiment noble. Mais qu'est-ce qu'on poursuit dans des rapports de force, dans des rapports où on est des donneurs de leçons? Que se passe-t-il quand les intellectuels au niveau européen apparaissent comme des personnes enfermées dans des salles qui ne peuvent faire de recherches porteuses que celles qui sont dirigées par des idées, par une idéologie mercantiliste. Là où ce sont les marchés financiers qui dictent les orientations acceptables du point de vue des recherches à mener, ce sont des questions sur lesquelles la crise, qui est un moment de réflexion, ce sont des questions auxquelles cette crise nous invite tous à répondre. Déjà, si les intellectuels européens, africains, asiatiques quittent, n'est-ce pas, quittent le carcan de leurs États d'origine pour vivre vraiment l'universalité à laquelle, l'universalité qui constitue le principe des franchises universitaires, qui fait de l'intellectuel un véritable citoyen du monde, qui peut proposer des alternatives aux gouvernants, un premier pas serait franchi. La deuxième chose, c'est nous pensons que les intellectuels se mettent du côté des plus pauvres. Dans l'idéal, c'est ce que l'on fait, mais dans la pratique, est-ce ainsi? Se mettre du côté des peuples pour accompagner véritablement ce qui se fait au niveau de nos populations. Sans entrer dans plus de détails, je voudrais qu'on revienne un peu, juste un instant, je vais m'arrêter après ça, sinon je monopoliserai pas trop la parole. Qu'on revienne à la conception de la crise et aux appréhensions qu'on a eues dès l'entame, dès le commencement de ce qui est devenu une pandémie. Comment est définie la COVID-19? Elle est définie comme une crise respiratoire très contagieuse. C'est vrai, c'est une opinion vraie, mais elle est cause de psychose. Ensuite, on dit qu'elle plonge les meilleures économies dans la récession. Que la crise plonge les meilleures économies dans la récession, c'est un fait avéré. La question, c'est de savoir si nous devons définir une crise sanitaire à partir de la donne économique. La question, c'est de savoir si l'économie sauverait le monde. Ensuite, il a dit que la crise menace de mort les sociétés entières. Mais si la crise menace de mort les sociétés entières, si on impose un confinement
c'est vrai, c'est une réalité. On ne peut pas vivre sans les masques aujourd'hui. Là où il y a des risques de contamination très avérés, c'est vrai. Mais la question, c'est de savoir, là où l'économie devient la norme, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on passe, n'est-ce pas, du confinement à l'exacerbation de l'égoïsme? Est-ce que le confinement ne conduira pas à l'égoïsme? Non, il faut préserver nos ressources. C'est vraiment un modèle de développement qu'il faut revoir. Et c'est ce à quoi on appelé les intellectuels. Le modèle établi sur la croissance, sur le gain, sur l'accumulation, à ce modèle-là doit faire place désormais un modèle établi sur la confiance en la vie, les relations humaines. Mais je crois bien qu'avec ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis et tout ça, ces mouvements qu'il y a eu, qui ont pris place, c'est vraiment, nous pensons que nous vivons un tournant au niveau international, un tournant à partir duquel c'est le moment décisif peut-être pour changer de cap, pour être au plus près de nos populations. Je pense que votre point de vue, professeur Kanga, est tellement avancé sur la question que c'est des manières de faire que nous devons partager pour construire quelque chose qui pourra, un peu comme du temps de la Révolution française ou des différentes révolutions qu'on a eues dans les grandes civilisations, faire changer les choses pour parvenir à une civilisation nouvelle. Merci. Merci, professeur Yapo. Il me reste une seule personne sur la liste des questions et je pense qu'après, on pourra clore le débat parce qu'on a déjà touché énormément de questions fondamentales. Alors, Ida, je crois que tu voulais poser une question aussi. Oui, merci pour m'avoir donné la parole. Merci, Séverin, pour cette belle conférence. Oui, en fait, ma question. Vous avez comme cité plusieurs fois les philosophes et théoriciens du postcolonialisme, Achille Mbembe, et vous avez également rappelé l'importance d'un État qui s'occupe de la vie, d'une vie harmonieuse entre l'être humain et les autres êtres vivants. Et j'aimerais vous demander si vous pouvez en dire davantage sur l'apport de cette philosophie écologique, cette pensée, cet idéal de vie harmonieuse dans la gestion de la crise en Afrique. Merci. Merci Ida. Alors, professeur Yapo, si vous voulez répondre à cette question très vaste. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne vous entend plus, monsieur Yapo. La communication semble gelée. C'est curieux. Ida, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, je suis en train de vérifier, mais il est à ce moment actif. On dirait qu'on a perdu la communication. Oui, mais son audio, sa vidéo, tout est embarqué. Ben, il faudrait qu'il le remette, non? Est-ce que vous m'entendez, M. Yapo? Je crois qu'on a perdu malheureusement la communication. On a perdu la communication, mais il est encore là, apparemment. Non. Est-ce qu'il est revenu? Non, actuellement, il s'est déconnecté. Comment il s'est déconnecté? Il a dû se déconnecter pour essayer de se reconnecter. Il est revenu. Ah, voilà, il est revenu, je crois. Oui, il est revenu. Oui. Ça t'était arrivé, Jean-Claude? C'est vrai? Ah, oui, d'accord. Est-ce que vous avez entendu la question, professeur Yapo? Professeur Sima, pour être honnête, je n'ai pas trop entendu. J'ai entendu parler de postcolonialisme, d'Achille Mbembe, qui s'occupe de la vie, philosophie écologique, mais... la question était de développer davantage la pensée écologiste de ces penseurs postcolonialistes africains pour nous donner un aperçu plus complet un peu de ce qu'ils proposent exactement. Ah oui, merci professeur Sima. Merci professeur Ida Nyatiko, merci infiniment pour tout. Oui, c'est vrai, comme le signifiait professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est la confiance en la vie qui peut permettre peut-être de sortir de cette crise. Et cette confiance en la vie, pour les grands auteurs comme professeur Achille Mbembe,
qui nous invite à nous occuper de la vie dans cette dynamique-là, n'est-ce pas, de la pensée écologique. Je pense que c'est une thématique et en même temps une problématique qui est universelle, qui est embrassée par des chercheurs un peu partout dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que cette pensée écologique? Quelle est la portée de cette pensée écologique en Afrique? En Afrique, d'une manière fondamentale, philosophiquement, il y a un rapport qu'on peut trouver qui fait le lien avec ce qui se vit, par exemple, en Amérique latine, au Brésil, par exemple. C'est la quête du lien avec tous les éléments de la nature. Alors, quand Achille Mbembe nous invite à revenir, à imaginer un monde où on ne blesse plus, n'est-ce pas, les autres espèces vivantes ou même la nature, hein, de manière générale, où on prête attention à l'autre homme, où l'État devient celui qui veille sur la vie des citoyens et non pas celui qui, n'est-ce pas, fait de la prédation en réprimant les libertés individuelles. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, ce qu'on pourrait faire, ce sur quoi on pourrait mettre l'accent, c'est bien que le développement des centres de recherche, et je voudrais qu'on y prête un peu plus attention, le développement des centres de recherche en Afrique peut être une solution intéressante. On a bien vu hein, ce que les intellectuels proposent, hein, comment les centres de recherche peuvent permettre un renouveau hein, et puis plus de dynamisme, n'est-ce pas, du point de vue de tout l'équilibre étatique et même universel. Alors, en Afrique, les chercheurs ont beaucoup de problèmes d'expression, des problèmes d'existence, des problèmes de représentativité, de sorte que ces pensées écologiques-là, elles sont prises en charge par des chercheurs africains qui se trouvent du point de vue de la diaspora. On en trouve au Canada, on en trouve aux États-Unis et tout. Les post-colonialistes, les penseurs, enfin qu'on dit post-coloniaux, on trouve aussi des philosophes qui s'attaquent à ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale, hein, qui trouvent que des pensées dominantes comme celles qui relèvent les pensées qui relèvent de l'idéalisme, hein, les grands penseurs de l'idéalisme, Hegel, Kant, on voit bien que ce sont des penseurs qui sont prisés par une grande partie des intellectuels africains, surtout francophones, et pourtant, n'est-ce pas, Kant, Hegel, etc., relèvent de la bibliothèque coloniale. Donc, il y a toute une idéologie qui ne permet pas un rapport direct à la vie, et il y a eu tout ce travail-là, n'est-ce pas, d'édulcoration hein, de la mémoire historique des Africains pour que l'on en arrive à ce qu'on appelait peau noire, masse blanc, à partir de Frantz Fanon. Donc, il y a vraiment toute cette problématique qui est celle de faire en sorte qu'un rapport des intellectuels africains à des problématiques africaines soit cultivé et célébré. Des recherches sont faites dans nos États, beaucoup des recherches qui sont faites dans les États africains ne sont pas des recherches qui touchent effectivement aux problématiques existentielles des Africains eux-mêmes. Donc, on est invité, enfin, le plus souvent, on travaille sur des thématiques qui sont des fois même dépassées et arriérées. Or, comment vivre aujourd'hui, comment on travaille aujourd'hui? Bon, ce qui est intéressant, c'est par exemple que les modèles anglo-saxons, les philosophes et les pays anglo-saxons, anglophones, nord-américains permettent d'ouvrir, n'est-ce pas, à une pensée qui dépasse les problématiques continentales, qui elles-mêmes, n'est-ce pas, ont besoin d'un souffle nouveau. Donc, je pense qu'il y a il existe beaucoup d'intellectuels de par le monde qui sont aussi bien africains que africains par adoption et par esprit. De sorte que, enfin, on ne dirait pas que l'Africain serait une catégorie identitaire qui relèverait, oui, c'est ça, une catégorie qui serait, n'est-ce pas, qui relèverait de la pigmentation de la peau, non.
mais c'est simplement au-delà, sous le concept d'Afrique, c'est vraiment le rapport à la vie, le rapport à la liberté. Je voudrais faire voir que lors des recherches, on a vu, par exemple, que ce qu'on appelle Afrique, enfin en Afrique du Nord, ça vient de Amzig, qui veut dire liberté. Donc, vraiment, africain veut dire homme libre. Et donc, mais on voit bien que, n'est-ce pas, historiquement, toute l'histoire, toute la vie de l'Afrique a été à de la colonisation, l'esclavage, n'est-ce pas, a été embrigadé. Donc, il y a vraiment ce besoin-là d'ouvrir, n'est-ce pas, d'ouvrir à un vent nouveau, le vent de la liberté, de cette liberté à laquelle aspirent tous les peuples de par le monde. Cette crise-là, qu'est-ce qu'elle vient nous montrer? Elle vient nous montrer que si un simple virus peut mobiliser des gens qui, n'est-ce pas, vont sur la Lune, avec des plans de développement qui étaient mégalomanes, cela nous invite à quoi? Cela nous invite à en arriver à un modèle nouveau, un modèle de simplicité, un modèle de rapport direct à la vie et à l'autre, un modèle qui nous appelle à quelque chose qui est humain, mais humain qui n'est pas géographiquement localisé, qui n'est pas géopolitiquement localisé, qui n'est pas ethnologiquement localisé, mais qui dit l'universel. Et que l'Afrique aussi a, n'est-ce pas, à recevoir des autres peuples et des autres personnes. Merci, professeur. Merci. Merci, professeur Yapo. On avait prévu terminer à ce moment-là, mais il y a une dernière question qui vient d'entrer. Alors, si vous me le permettez, je vais demander à la personne de poser sa question, mais lui demander d'être bref dans sa question et au professeur Yapo d'être bref dans sa réponse. Entendu, professeur. D'accord. Alors, Kaveh, tu voulais poser une question? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci, professeur Yapo. Je me permets d'utiliser un terme de Gramsci. Vous voyez, pour nous, la pandémie, c'est un peu conjonctural. C'est une partie de notre vie. Mais pour vous, ou plusieurs pays dans le monde, par exemple l'Inde, ce problème de mort à cause de maladies, c'est un problème organique, si vous voulez. Par exemple, chaque année, en Inde, 1 million de personnes sont mortes à cause de diarrhée, ou malnutrition et maladies comme ça. Je voudrais savoir, est-ce que le fait que vraiment la richesse vient de vos pays, par exemple, et la majorité de coltan, qui est un métal utilisé dans nos laptops et tout ça vient du Congo oriental, et vos salaires, c'est $2, $3 par jour, quoi. Et est-ce qu'il y a cette conscience qui est dans cette prise de conscience, aussi donner la conscience aux gens dans le cercle d'intellectuels de votre pays, de manière que nous avons vu, par exemple, chez Ousmane Sembène, le réalisateur sénégalais que j'adore. Merci beaucoup. Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, Claude est absent parce que le téléphone a sonné. Oui, je peux inviter M. Yapo à répondre à la question de Kaveh. Merci, professeur Couture. Professeur Kaveh Boveri, merci. C'est un point de vue qui est très fort, celui que vous avez. C'est vrai, les crises sont organiques pour nous autres, parce que nous faisons chaque jour l'expérience de la mort ambiante, ainsi que Souleymane Bachir Diagne l'a dit, et pourtant, que de richesses dans le sous-sol africain, que de richesses, et que de biens au niveau international sont partagés par les puissances dominantes. Hélas, quelle pauvreté endémique pour les Africains. N'est-ce pas qu'on fait croire, on a fait croire, et on continue de faire croire qu'on est pauvre en Afrique parce que on ne sait pas faire usage de notre intelligence. Et pourtant, l'on sait que l'humanité est une si elle est diffuse de par le monde entier. Combien d'intellectuels, quand on relit l'histoire, combien d'intellectuels, combien de grands intellectuels occidentaux
un grand philosophe, pardon, un grand homme de lettres comme Victor Hugo, que j'ai admiré et que j'admire, quand on prend conscience, quand on réalise que Victor Hugo a encouragé l'esclavage, qu'en pensez? Là n'est pas le problème, c'est le passé, on ne va pas réécrire l'histoire. Mais aujourd'hui, combien de chefs d'État européens, combien de penseurs européens n'encouragent pas ou, de par leur silence coupable, ne se font pas complices des dirigeants africains qui répriment les intellectuels? Est-ce que la recherche est possible quand on sait que Hannah Arendt, par exemple, a dû fuir l'Allemagne pour les États-Unis? Est-ce que la liberté de faire des recherches et de proposer des solutions nouvelles à des gouvernants sous-tropiques est possible? Professeur Boveri, pour faire simple et court, il y a une peur endémique en Afrique. La peur de voir sa vie s'estomper de par le fait de gouvernants qui sont encouragés par des États occidentaux, là où des intellectuels européens, occidentaux, font silence. C'est pour dire en un mot que bien des intellectuels africains ont conscience de ce que, et même au-delà des intellectuels, le citoyen lambda au Niger, par exemple, c'est ce qu'il y a comme ressources dans le sous-sol. Nous savons tous les enjeux internationaux de bien des conflits. Alors, que faire? C'est pourquoi nous avons proposé que les intellectuels se mettent du côté de la société civile et que les ONG, les organisations non gouvernementales au niveau national comme international, que les organisations non gouvernementales au niveau international ne soient pas complaisantes vis-à-vis des gouvernants qui répriment les libertés individuelles, et que les organisations non gouvernementales nationales ne cherchent pas que le profit matériel, mais accompagnent les sociétés civiles. Peut-être qu'une révolution adviendra. Elle sera peut-être une révolution tranquille, comme ce fut le cas au Canada. Mais en tout cas, une révolution s'en vient et nous espérons qu'elle adviendra, pas forcément par la force physique, mais que cette révolution adviendra à partir d'un modèle qui n'est pas forcément africain, celui de Gandhi par exemple, et un nouvel ordre mondial peut-être sera autre que ce qu'on veut nous faire croire. Je vous remercie. Merci, professeur Yapo. Alors, je pense que c'est un souhait qui fait une belle conclusion pour cette belle conférence et ce débat fort intéressant. Je voudrais d'abord rappeler à tout le monde qu'on était en expérimentation. Vous avez vu qu'il peut arriver des petits aléas, des communications qui coupent ou encore des téléphones qui sonnent ou toutes sortes de choses. Et je voudrais aussi m'excuser brièvement auprès de Mme Campbell et M. Zongro d'avoir demandé de synthétiser parce que j'ai la tâche ingrate de garder le temps et malheureusement, on est obligé de faire ce genre d'intervention parfois. Merci donc, professeur Yapo. Merci Yves Couture d'avoir posé les premières questions et ouvert le débat. Merci à Ida et à Kavé qui étaient nos techniciens en chef et qui nous ont permis de tenir toute la séance. Merci à Josiane qui est l'organisatrice en chef. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez remarqué que c'était enregistré. Je ne sais pas si vous avez vu le petit bouton rouge qui est en haut à gauche de votre écran. Toute la séance est enregistrée. Alors, on la rendra éventuellement disponible soit sur le site de la chaire, soit sur YouTube. Ce n'est pas encore décidé, je crois. Et on rendra disponible en même temps le PowerPoint qu'on n'a pas pu faire visionner. Et en même temps, M. Yapo, si vous pouvez transmettre les sources d'informations que vous aviez mentionnées en réponse à la question de Yves, on les mettrait aussi sur le site. Oui. D'accord. Alors, Josiane, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la fin. Oui, je veux faire le mot de la fin. Je veux faire aussi quelques remarques. Est-ce qu'on m'entend ou est-ce qu'il faut que je fasse… Oui, on t'entend très bien. Très bien.
Alors, écoutez, je joins mes remerciements à tous les participants et aux participants. Ça a été une magnifique, même pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître quand même, à cause de la qualité des interventions et de la qualité de la conférence des intervenants et de M. Yapo. Et j'en suis très, très heureuse et ça nous fait réfléchir. Je voudrais dire que j'ai été touchée par plusieurs points qui sont revenus. La nécessité de réinstaller l'universalité ou la recherche du point de vue de l'universel au débat. Le point de vue aussi de la réinstallation ou de la participation plus importante du respect aux libertés des sociétés civiles, de l'importance quand même des obstacles qui sont là, c'est-à-dire la non-écoute de la voix de l'Afrique, le manque de ressources, la pauvreté, les libertés qui sont opprimées et surtout, par-dessus tout, le manque de démocratie. Parce que si on revient, vous avez mentionné, M. Séverin, la Révolution française, je pense à l'abbé Grégoire qui, à la fin de la Révolution, enfin, au début du Directoire, et l'abbé Grégoire, le grand ami des Noirs, qui a écrit à plusieurs reprises sur l'importance de la pensée africaine et des efforts africains. Donc, l'abbé Grégoire revenait sur l'importance pour qu'il voit l'accent des libertés, revenait sur l'importance de la démocratie pour préserver la liberté de parole, pour enrayer la corruption, pour redonner foi aux institutions démocratiques. Et pour ce faire, il voulait faire ce qui est l'ancêtre de l'UNESCO, l'alliance, la sainte alliance des savants, des intellectuels, nous dirions aujourd'hui, et des gens plus ou moins éclairés ou militants. Et il misait, avec tous les hommes de la Révolution, avant tout sur l'éducation. Je n'ai pas entendu ça dans la conférence, qu'il faudrait au premier chef fortifier et pour aspirer à ce retour de la démocratie et de la voix de l'Afrique et de l'université au sens de la vie. C'était très beau ce que disait à l'éducation, aux petites institutions, chacun de nous, ici et ailleurs, à redonner conscience de ce qui se passe. Voilà. Alors, je remercie tout le monde. Et on a évoqué le poids des idéologies. Ce sera justement la prochaine conférence, je rappelle, le 27 octobre, avec les mêmes liaisons. Je ferai de nouveau l'invitation de monsieur Marc Angenot. Angenot, oui, de Marc Angenot, qui est la retombée des idéologies, de la pandémie sur les idéologies. Alors nous verrons, je pense qu'il va toucher aussi aux théories complotistes, à ce pauvre monsieur qui est attaqué là, celui de la fondation qui a tant donné à l'Afrique. J'ai oublié son nom. Celui, le père de Microsoft, comment il s'appelle? Bill Gates. Oui, Bill Gates, qui fait un travail énorme pour les enfants africains, pour les fondations africaines. Et c'est tout à fait injuste ce qu'on est en train de lui reprocher. Alors, je vous remercie encore une fois. Je remercie la salle, l'AUF, les représentants, les participants,
Yapo et les camarades. Et je dois dire à M. Zongo que il s'excuse, notre ami Omer, mais il est au chevet de sa mère qui fait une opération des yeux importante. Mais on va participer. Madame Campbell demandait justement si ça allait être gardé et puis c'est enregistré, comme tu le dis, toute la séance. Merci, mon cher modérateur. Vous avez été parfait aussi. Ça me fait plaisir. Alors, à la prochaine, tout le monde. On se revoit le 27 pour ceux qui sont intéressés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye.